Bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots avant de commencer. D'abord, pour excuser Fabien Connor, qui devait modérer ce soir et qui est désolé de ne pouvoir être présent parmi nous aujourd'hui. Remercier également les porteurs du séminaire Perspectives transaméricaines, Roland Béard de l'école, Paul-Henri Giraud et Hélène Arter pour l'Institut des Amériques, qui nous donnent l'occasion ce soir à nouveau d'échanger et de débattre autour d'un sujet, donc les gauches dans les Amériques. Remercier également nos deux intervenants, Franck Gaudichaud, qui est à ma droite, mais c'est une question absolument formelle, professeur d'université qui enseigne la civilisation hispano-américaine à Toulouse Jean Jaurès, qui est l'auteur notamment, qui vient de sortir avec Massimo Bolognesi et Jeffrey Weber, fin de partie, Amérique latine, les expériences progressistes dans l'impasse 98-2019, qui sort de façon simultanée en espagnol et en anglais. Et James Cohen, son alter ego, nord-américaniste quant à lui, à Paris 3, qui enseigne également à l'IHEL et qui est l'auteur de « À la poursuite des illégaux entre guillemets, sur les politiques migratoires aux États-Unis ». Alors en ce jour de Super Tuesday, je demanderai à nos deux intervenants évidemment de ne pas dire s'ils font ouvertement campagne pour Bernie Sanders ou pour Bernie Sanders, de façon à ne pas fausser les résultats et influencer le vote. Et vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir. Certains n'ont pas pu l'être puisque la journée était déjà très chargée dans tous les sens du terme d'ailleurs. Présents pour faire le plein d'anticorps dans une situation qui est faite de promesses et d'occasions de mobilisation. D'anticorps face à un climat qui est marqué, ça ne nous aura pas échappé, marqué par un risque épidémiologique réactionnaire important, avéré, fait de veulerie et d'arrogance, de 49.3, de contre-réforme des retraites, de LPPR. Et comme vous l'aurez compris, ceci est un séminaire sur les gauches dans les Amériques et non pas un séminaire de gauchistes. On ne rajoutera pas à la liste les E3C, la répression syndicale à l'égard des grévistes, notamment de la RATP et de la SNCF, les violences policières et les mutilations contre les manifestantes et les manifestants. Alors, je voulais juste commencer, avant de céder la parole à nos deux intervenants, par quelques lignes. Face au fait que l'homme moderne vit davantage dans la misère que l'homme des cavernes, alors que son efficacité pour se procurer nourriture et abri a été multipliée par 1000, il n'existe pas d'autre explication à cette situation que celle d'une gestion qui s'est traduite par un formidable gaspillage. Avec les ressources naturelles du monde, les machines déjà inventées, une organisation rationnelle de la production et de la distribution, ainsi qu'une éradication tout aussi rationnelle du gaspillage, les travailleurs n'auraient pas besoin de travailler plus de 2 ou 3 heures par jour pour nourrir tout le monde, vêtir tout le monde, donner un toit à tout le monde, éduquer tout le monde et offrir à tout le monde quelques petits luxes. Il n'y aurait plus de manque matériel et de misère, plus d'enfants travaillant pour vivre, plus d'hommes et de femmes vivant et mourant comme des bêtes. Alors ces quelques lignes ne sont pas tirées du droit à la paresse de Paul Lafargue, ce n'est pas non plus un manifeste de Occupy Wall Street, mais c'est un extrait de Revolution, qui est une conférence que prononce en 1905 à Harvard un certain Jack London. Alors, à plus d'un siècle de distance, qu'en est-il de cette promesse, ou nouvelle promesse de futur, pensée pour les États-Unis, mais qu'on pourrait étendre beaucoup plus largement aux Amériques? Qu'en est-il de la gauche qui est censée porter cette promesse, si tant est effectivement la gauche pour exister et doit en tout cas être porteuse d'un horizon de transformation radicale dans l'intérêt des subalternes, des 99%. Qu'en est-il de la discussion aujourd'hui, à une époque de discordance des temps à échelle hémisphérique, dans une Amérique qui est marquée d'un côté latin, par un passé récent qui était fait d'un cycle de conflictualité antinéolibérale qui a été suivi par des gouvernements progressistes au tournant du XXIe siècle et qui aurait cédé le pas aujourd'hui à une vague restaurationniste plus ou moins consolidée, c'est un débat. Et de l'autre côté du Rio Bravo, dans une situation également très polarisée, un retour en force d'une certaine gauche, d'une certaine idée du socialisme, qui est accompagnée par une nouvelle radicalité des mouvements sociaux, de celles et ceux qui, pour le dire, là encore avec les mots de London en 1905, de celles et ceux qui ne croient pas que ce qui devrait être est,
mais que ce qui est, et qu'il n'est pas forcément tout ce qu'il aurait dû être. Donc effectivement, après There's no alternative, effectivement, peut-être en tout cas, que quelque chose d'autre est en train de se dessiner. Alors ce sont quelques points qui seront abordés par nos deux intervenants, mais qui très certainement, avant de commencer, pourront également donner quelques éléments de définition, puisque de ce côté-ci de l'océan et de l'autre, peut-être que la gauche ou les gauches ne sont pas exactement la même chose. Donc voilà, c'est à vous de poursuivre. Jim, Franck, je ne sais pas qui veut commencer. Ah, je les ai présentés, je crois. Jim Cohen, donc, qui est professeur d'université à Paris 3, qui enseigne la civilisation nord-américaine, et Franck Gaudichaud, qui est de Toulouse-Jean Jaurès pour l'Amérique latine. Okay. Par ancienneté, je commencerai alors. Même si on aurait pu dire que le Sud commence, il m'arrive dans mes cours sur l'Amérique du Nord à montrer la carte inversée avec le Sud par-dessus. Bonsoir et merci à l'Institut des Amériques de nous avoir invités à parler de ce sujet. C'est un sujet pour nous très motivant. Et le grand défi consiste bien sûr ce soir à maintenir une distance critique par rapport à cet objet. Par souci de transparence, full disclosure, je ne peux pas vous cacher, comme la question a été posée, que je m'identifie à cet objet. Je fais campagne pour Bernie Sanders, c'est exact. À Paris, il y a une campagne qui se développe pour la primaire globale qui a lieu en même temps que les 14 primaires de ce soir. Donc, en termes épistémologiques, il y a identité partielle entre sujet et objet. Là, je m'identifie beaucoup à ce sujet. Je ne peux pas refouler la part du subjectif qu'il peut y avoir dans mon analyse des gauches états-uniennes et américaines au sens large. Mais compte tenu de cela, je tâche d'être objectif en faisant de mes jugements de valeur et de mes choix une ressource d'objectivité et non un obstacle à l'objectivité. C'est possible, je crois, mais c'est vous qui jugerez. Alors, sur l'histoire de ce soir, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, et grâce à l'Institut des Amériques, de creuser un peu l'histoire des États-Unis en 1968, à l'occasion du 50e anniversaire de 68 en France et partout ailleurs. Et alors, j'ai lu plusieurs historiens et j'en ai tiré une conclusion intéressante et inattendue. Dans un pays où, historiquement, les poussées de gauche sont espacées dans le temps, et où il y a beaucoup d'amnésie de décennie en décennie, beaucoup de non-transmission d'idées et de modes de lutte, eh bien, on voit aujourd'hui, malgré tout, des continuités aussi, des groupes ou des grappes d'individus ou des milieux militants où l'on voit une vraie suite dans les idées et les actions de gauche depuis les années 60-70. Autant de pistes à suivre pour les amateurs d'histoire contemporaine. Il y a un auteur qui, à mon avis, nous aide beaucoup à reconstituer cette histoire. Il s'appelle Max Elbaum, historien et militant à la fois, auteur d'un livre paru en 2002 chez Verso, intitulé Revolution in the Air, réédité plusieurs fois et toujours en discussion, plein de pistes. Un exemple de ces continuités, très pertinent pour la rencontre d'aujourd'hui, je pense, sous le signe de la transaméricanité, c'est le mouvement de solidarité de la gauche états-unienne avec les gauches latino-américaines. Les années 60 ont vu naître toute une gamme de mouvements de solidarité avec l'Amérique latine, d'abord avec la révolution cubaine, sujet très complexe en soi, puis pendant un temps assez bref la cause de l'indépendance portoricaine, puis avec l'unité populaire du Chili, ensuite contre les dictatures du cône sud, ensuite avec les mouvements révolutionnaires en Amérique centrale dans les années 80. En fait, j'avais l'intention ce soir de me concentrer sur ce sujet, la solidarité politique aux États-Unis avec l'Amérique latine. C'est un grand sujet transaméricain en soi, et il y a aussi de bons travaux historiographiques à l'appui. Un auteur que je vous recommande serait Van Goss, historien, qui a publié plusieurs choses, mais en 1993, son premier livre intitulé « Where the Boys Are, Cuba, Cold War America and the Making of a New Left ». Mais bon, en discutant par email avec mes collègues, j'ai compris que même si c'est un sujet intéressant, ce qui attire beaucoup plus l'attention aujourd'hui, et aujourd'hui même, c'est la gauche états-unienne que nous avons sous les yeux ces mois-ci, ces jours-ci, parce qu'on a l'impression, qui n'est pas fausse, qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. L'émergence de cette gauche dans le champ politique a été assez fulgurante.
on ne dit pas une émergence fulgurante, n'est-ce pas, on dirait plutôt une irruption fulgurante. C'est tout à fait ça depuis 2016, parce que la campagne assez réussie de Bernie Sanders en 2016 était tout à fait inattendue. On assiste à l'ouverture d'un espace de gauche dans la vie politique états-unienne qu'on n'a pas vu à ce degré depuis au moins les années 1930, et je pense que ce qu'on est en train de voir dépasse même ce qu'on a pu voir dans les années 30. Quels que soient les résultats des primaires, et quel que soit le résultat de cette bagarre qu'on évoquait tout à l'heure, qui est à peu près inévitable dans les instances du Parti démocrate après les primaires, quels que soient les résultats, je pense qu'il n'est pas trop tôt pour dire que quelque chose de durable est en train de naître. Bernie Sanders lui-même a 78 ans. Il est en pleine forme pour son âge, malgré l'incident du mois d'octobre dernier, l'incident cardiaque, ou peut-être grâce à cet incident, parce qu'il se porte mieux maintenant. Il n'est pas éternel, mais il y a beaucoup de militants jeunes et moins jeunes, surtout des jeunes, beaucoup de jeunes, très motivés, qui se donnent les moyens pour créer une présence politique qui, à mon avis, ne sera pas éphémère. La génération dite des millennials, la plus à gauche qu'on ait jamais vue aux États-Unis, le soutient massivement dans les votes des primaires et dans l'élection. Il y a plein de chiffres à l'appui. Première thèse que je vais développer, je vais essayer d'être très concis là-dessus, c'est que sa candidature est une candidature de mouvement. La campagne qui a pris forme autour de cette candidature se distingue très clairement des autres campagnes électorales par son lien avec des mouvements sociaux. Il y a une véritable jonction entre mouvement social et mouvement électoral qui se dessine. On a rarement vu aux États-Unis une campagne électorale nationale qui ressemble autant à un mouvement social, ou à un carrefour de mouvements sociaux en tout cas. Je ne veux pas non plus exagérer l'importance des mouvements. Les niveaux de mobilisation ne sont pas nécessairement exceptionnels aujourd'hui même. On a assisté il y a quelques mois à une vague assez extraordinaire de grèves d'enseignants du secondaire dans toute une série d'États, et notamment des plus conservateurs. On a constaté que le niveau d'activité de grève était plus élevé en 2019 que depuis plusieurs années, mais néanmoins, on n'est pas nécessairement dans un mouvement, comment dire, pour le dire de manière très claire, ce n'est pas la Bolivie. Ce n'est pas un mouvement politique qui est porté par un vaste mouvement social qui porte au pouvoir, un mouvement comme le MAS en Bolivie, c'est autre chose. Et c'est assez complexe. Il y a toute une sociologie à développer, des formes de jonction entre des mouvements sociaux ou différents types de mouvements qui sont assimilables à des organisations de mouvements sociaux. Il y a des coalitions nationales, il y a des coalitions locales, il y a tout un tissu d'organisations, certains où il y a une base plus active et d'autres qu'on qualifierait plutôt de un peu astroturf et de dominer par une bureaucratie nationale qui donne l'impression qu'il y a une mobilisation populaire, mais bon. En tout cas, il y a tout un dense tissu. Je connais un auteur en France qui travaille assez bien ces sujets. C'est le sociologue Julien Talpin, auteur d'un livre sur le community organizing aux États-Unis. Paris il y a 3-4 ans, et voilà, il y a une piste assez intéressante, beaucoup de pistes à suivre. On sait que Sanders est en phase avec les syndicats, certains syndicats en particulier. Si vous avez suivi les campagnes, vous avez entendu parler du syndicat des travailleurs culinaires du Nevada, qui ne l'a pas soutenu officiellement, mais beaucoup de membres de ce syndicat l'ont soutenu, et beaucoup d'enseignants dont les syndicats nationaux ne soutiennent pas nécessairement Bernie Sanders se sont mobilisés à part, mais quand même en tant que syndicalistes de l'enseignement pour appuyer la campagne et apporter des renforts dans les États successifs des élections primaires. Donc c'est une campagne qui s'appuie sur l'énergie de certains mouvements et d'organisations de mouvements. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus, comment dirait-on en français, inchoate, un peu moins, un peu plus diffus si vous voulez, mais comment dire, lorsque Bernie Sanders s'adresse à des publics pas toujours organisés, là où il n'y a pas de mouvement, cette campagne s'adresse à beaucoup d'électeurs qui se sentent menacés par le système, qui ont des griefs et qui cherchent souvent une façon de les exprimer, la campagne les aide
cette campagne, comment dire, aide ces personnes-là à ouvrir des espaces de mouvement là où il n'y en a pas nécessairement. Pour aborder l'affaire sous un autre angle, si on regarde le programme de Bernie Sanders, beaucoup de choses sont en ligne sur son site. Vous avez entendu parler du Green New Deal. Je n'ai absolument pas l'intention d'entrer en détail là-dessus, mais ce qui est intéressant quand on voit ce bloc de propositions, c'est qu'on ne peut pas les imaginer une seule seconde sans une très forte énergie militante derrière. Il n'y a pas de mise en œuvre possible d'un programme aussi vaste de reconversion énergétique et de transport et de l'habitat, etc., sans qu'il y ait du mouvement derrière. Donc on voit que même les propositions sur le papier incarnent une sorte de force de ce mouvement. Bref. Par ailleurs, il faut dire que Bernie Sanders, vous l'avez peut-être constaté, n'est pas le genre d'homme politique qui, comme Barack Obama par exemple, cherche toujours le compromis, toujours l'arrangement, toujours la manière d'éviter le conflit. Ce n'est pas du tout le style de Sanders. Et donc, il y a une franchise dans la parole qui entraîne beaucoup de soutien. Bon, résumé. Alors, il n'est pas sans importance de noter que Sanders est un candidat issu lui-même de mouvements sociaux. Il a participé au mouvement des droits civiques, il a participé au mouvement contre la guerre du Vietnam. Donc, dans sa biographie, il y a le mouvement social, mais l'essentiel, je dirais, c'est que la campagne qu'il mène propose toute une gamme de réformes profondes qui vont dans le sens d'un véritable changement économique, social et écologique, au nom de ce qu'il appelle un socialisme démocratique. Nous sommes en plein débat, inévitablement sur le thème les électeurs aux États-Unis vont-ils jamais pouvoir voter pour un socialiste? Nous reviendrons à la question de quel socialisme, mais d'abord, un des arguments standards de Sanders en débat, c'est que il dit toujours, on dit que nos idées sont très radicales, mais en fait, pas du tout. Mes idées sont celles d'un pays normal. Regardez le Danemark, c'est ce qu'il dit le plus souvent. Et effectivement, d'un certain point de vue, on pourrait dire que le programme n'est pas si radical, c'est un programme social-démocrate. Encore que, quand on entre en détail sur le Green New Deal, comme je viens de le dire, il y a une radicalité qui gît là-dedans, qui échappe peut-être au regard, mais qui est là. Bon. Donc, dans son programme, il y a convergence de beaucoup d'aspirations au changement. Ce qui m'amène à un autre point que je vais développer encore plus vite. Convergence de beaucoup d'aspirations au changement qui font que les différences d'identité, les différences dites d'origine ne font pas obstacle à l'unité. C'est tout à fait frappant dans cette campagne. On peut commencer par deux versions déformées de la campagne de Bernie Sanders qui sont peut-être ridicules sur le fond, mais qui sont très révélatrices de la manière dont on a essayé de le discréditer. Une version très connue commençait dès le début des primaires de 2016 à le dénoncer comme faisant partie d'un club de mecs, un club d'hommes, tous blancs, tous peut-être syndicalistes, ou bref. En tout cas, l'idée c'est qu'il n'y a pas de femmes là-dedans. Lui, il s'en fout du féminisme parce que tout ce qui l'intéresse, c'est ces histoires de socialisme, et on a voulu essayer de l'isoler. Mais il y avait aussi une version de gauche de cette même critique qui est peut-être plus intéressante à voir, qui consistait à dire que Sanders était trop attaché à un paradigme de classe et à la cause des travailleurs, mais que les autres formes de domination, ethno-raciale et de genre, n'étaient pas bien comprises et que ce mouvement autour de Bernie Sanders n'avait rien à voir avec ça. Et c'était une critique. Mais c'est faux. Évidemment, Sanders s'intéresse beaucoup à la condition des travailleurs. Le paradigme de classe n'a pas du tout disparu, mais dans ce mouvement, le paradigme de classe est complété, ou peut-être qu'on devrait dire qu'il se concrétise ou s'incarne dans un mouvement pour la justice économique, sociale et écologique qui réunit et fédère des hommes et des femmes de toutes les catégories ethno-raciales. C'était peut-être moins marqué en 2016, mais c'est tout à fait marqué cette année. Il y a un mouvement qui est très bariolé, qui est très multiculturel, tout ce qu'on veut, sans
correspondent à la caricature qu'on pourrait en faire en disant que c'est la politique identitaire et chacun tire pour son groupe. Ce n'est pas du tout le cas. On a une synthèse qui va beaucoup plus dans le sens d'une unité. C'est une célébration de la diversité, mais qui se contente pas non plus de répéter des slogans d'unité dans la diversité, comme Hillary Clinton avec le slogan « Stronger Together ». C'était un multiculturalisme de pure façade, mais là, on a quelque chose qui est plus enraciné, comme je le disais, dans un mouvement social. Bon, alors, je commence à aller vers la limite des temps qu'on s'était imposés. Je vais me contenter d'énoncer quelques autres thèmes qu'on pourra aborder par la suite, si vous voulez, parce que... Sinon, on le fait dans le deuxième round d'intervention, si tu veux. Dans le deuxième round, si... Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible, on peut faire ça comme ça également. Voilà. Très bien. À tout à l'heure. Franck, tu as la parole. Alors bonsoir à toutes et tous. Donc moi aussi remercier les organisateurs à l'invitation de l'IDA, de l'ENS. Le micro, tu dis? C'est bon le micro? Vous entendez bien ou pas? Et ouais. Ok. Et derrière, on m'entend? Ouais. Ok. Donc remercier de cette possibilité de parler des gauches du continent américain, évidemment, essayer de le faire en 10 minutes ou 2 fois 10 minutes, même c'est une gageure. Surtout que moi, je vais prétendre parler de l'Amérique latine, donc de plusieurs dizaines de pays, plus de 22, mais si on inclut la Caraïbe, c'est bien plus encore. Donc évidemment, je vais donner seulement quelques éléments. Je vais me centrer essentiellement sur la dernière période, les 20 dernières années, avec un petit retour historique. Mais avant ça, juste dire 2 mots. Évidemment, avant de venir ici, j'ai eu un doute existentiel, puisque à Toulouse, on est en train d'organiser, il y a toute une semaine de mobilisation, de grève. Il y a la LPPR sur laquelle on est en train de s'organiser. Donc il y a eu cette question, est-ce que c'était justifié ou pas de venir ce soir parmi vous? Est-ce que c'était justifié ou pas d'organiser ce soir ce débat? Et finalement, en pesant le pour et le contre, je pense que malgré tout, on peut essayer, y compris de relier notre discussion sur les gauches latino-américaines à ce qui se passe aussi dans le pays. Et donc, de ce point de vue, ça me paraissait quand même intéressant de le faire, même si on est tous d'accord que jeudi... l'université s'arrête et peut-être par la suite également, vu ce qui est en train de nous arriver au niveau du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, ceci dit, les gauches latino-américaines, vaste programme, évidemment, c'est complexe. Si on fait un regard un peu panoramique, des 20 dernières années, il y a eu cette idée qu'il y a eu dans la région un tournant à gauche. En tout cas, on a beaucoup parlé d'une idée de tournant à gauche. On est en train de revenir largement dessus, cette idée. On parle beaucoup plus dans la dernière période des progressismes latino-américains. C'est un peu l'idée du bouquin qu'on a sorti, c'est une discussion sur ces questions-là. Mais il y a eu plusieurs études, notamment électorales ou sur la question des pouvoirs en place, qui montraient qu'entre les années 90 et le milieu des années 2000, on est passé plus ou moins de 90 millions de personnes gouvernées par des forces qui se revendiquaient de la gauche, de manière très générale, très générique, à plus de 210 millions de personnes vers 2005-2006, qui étaient gouvernées au niveau national, local ou régional par des forces politiques qui se réclamaient directement, indirectement, des gauches latino-américaines. Donc évidemment qu'il y a quand même là un sujet très très clair, même si on ne va pas du tout réduire la question autour des gauches latino-américaines, une question simplement électorale. Ça serait vraiment un problème. Et le problème central, c'est de quelle gauche on parle. De quelle forme de gouvernement, de quel rapport entre le politique et le social, entre ces partis et les mouvements sociaux, quel programme, quel discours, quelle praxis. Et donc là, évidemment, on rentre dans un débat qui est beaucoup plus complexe. Si on rentre dans quels référents idéologiques aussi, on voit l'arc-en-ciel en fait de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les progressismes latino-américains ou les gauches latino-américaines. C'est vraiment un arc de forces politiques très très large, très très divers. Et donc, il y a une complexité à cette notion-là. Et si on parle de la gauche latino-américaine, déjà, on commence à écraser, évidemment,
un phénomène qui est très, très pluriel et divers. On pourrait parler des gauches latino-américaines, on commencerait un peu à rentrer dans le sujet un peu mieux, évidemment. Il y a un problème de définition. Si on prend le schéma, on a parfois tendance à prendre un schéma évidemment très européocentré, et on sait que l'apparition de la gauche, elle est calquée sur le système parlementaire en fait européen, français et britannique. Donc évidemment, si on calque ça mécaniquement sur l'Amérique latine, ça pose un problème d'une vision ethnocentrée sur des processus politiques qui se passent dans les Suds et dans ce cas-là en Amérique latine. On sait qu'il y a une discussion quand même scientifique très vaste sur jusqu'à quel point on peut parler de la gauche en Amérique latine, ou de quoi on parle en tout cas. Et là, évidemment, c'est important de revenir là-dessus. Il y a des politistes, par exemple Pablo Celi, équatorien, pour parler de la dernière période, il dit moi, la catégorie gauche ne convient pas pour analyser la période. Donc lui, il parlait de nouveaux pouvoirs, de progressisme, de transformation politique. Bon. On sait aussi qu'il y a un débat sur comment appliquer cette catégorie politique à ce qui s'est passé dans la région, mais y compris au plan historique, aux gauches historiques du XXe siècle. Par exemple, Manuel Alcaltara, donc vous savez qu'il travaille à... Il est où déjà, Alcaltara ? À Salamanca, qui a tout un programme depuis des années sur les élites parlementaires, les processus politiques électoraux en Amérique latine. Il écrivait en 1994 « L'une des particularités les plus notables de la tradition politique latino-américaine de la dernière moitié du XXe siècle a été la difficile conceptualisation et localisation des divers acteurs selon le binôme classique gauche-droite. » On est en 1994 quand il écrit ça. Le même auteur, en 2008, dans un article de Nueva Sociedad, disait que finalement, et face au renouvellement politique en cours en Amérique latine, le binôme gauche-droite était de pleine actualité. Et cette distinction, selon lui, je cite, joue un rôle d'orientation au moment de typifier les différentes orientations politiques. Elle permet une construction des identités autour de cadres de référence et de notions interprétatives explicites. Donc vous voyez, évidemment, les cas d'analyse évoluent et aussi la région latino-américaine évolue, mais donc il y a un débat déjà très clairement sur la catégorie. On pourrait reprendre les distinctions de Nobio sur l'égalité, la liberté, la distinction classique, et essayer de l'appliquer par exemple au processus politique latino-américain, où les gauches seraient plutôt centrées sur la question d'égalité sociale et les forces conservatrices plutôt sur la question de liberté, notamment liberté économique. Mais ça s'applique partiellement en fait, ça fonctionne que partiellement. Il y a plein de binômes ensuite qui sont appliqués en général. Le binôme cléricalisme-laïcité, démocratie représentative, démocratie participative, néolibéralisme ou régulation, néolibéralisme ou anti-néolibéralisme, ou post-néolibéralisme ou anticapitalisme. Il y a quand même des catégories qu'on peut essayer de placer. Et il y a plusieurs ouvrages qui reviennent là-dessus. Je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps de développer surtout. Sur le contexte du tournant à gauche maintenant, de ce qu'on a appelé parfois abusivement le tournant à gauche, c'est-à-dire la période, pour aller vite, de l'élection de Chavez jusqu'à, à vous de me le dire, peut-être, si on reste sur Chavez jusqu'à sa mort en 2013, mais en fait les dates sont évidemment floues et évidemment changeantes suivant les processus politiques et les pays sur lesquels on parle. En Bolivie, ça serait jusqu'à cette année, jusqu'au coup d'État contre Morales. En Argentine, ça serait au moment de la défaite politique électorale de Cristina aux élections, etc., etc. Disons ces 20 années-là qui couvrent 98-2018, il y a eu tout un débat sur l'idée des deux gauches latino-américaines. Vous avez sûrement suivi ça. Il y a eu tout un tas d'articles, souvent des articles plutôt journalistiques, mais ça a été aussi repris dans la littérature académique, où ce moment post-néolibéral de crise d'hégémonie du néolibéralisme, qui s'est traduit de manière successive par l'arrivée de Chavez, Morales, Correa, Lula, et j'en passe, tout ce moment-là a été lu aussi comme la mise en place de deux courants politiques des gauches latino-américaines, deux formes de gouvernement de gauche assez différenciées. Donc en général, on disait il y a une forme plutôt social-libérale ou plus institutionnalisée ou plus de centre-gauche
qui, de manière, si on veut avoir un idéal type, ça serait le Parti des travailleurs au Brésil. Parfois, on mettait y compris Michel Bachelet au Chili. Moi, je la mettrais encore dans une catégorie à part, une gauche directement néolibérale. Mais en tout cas, voilà, Lula incarnait plutôt une force, un courant politique d'une gauche plutôt institutionnalisée, qui a une expérience longue, sur le long terme, de participation aux élections, de conquête locale, régionale, de participation à plusieurs campagnes électorales nationales, etc. On mettrait dans ces catégories le Front ample, le Front large uruguayen. Donc là, on a plutôt une catégorie. Et de l'autre, certains disaient les perspectives de la gauche dite anti-impérialiste ou nationale-populaire. Et là, on a un problème parce que historiquement, on disait plutôt il y a les forces nationales-populaires et les gauches latino-américaines, et ce n'était pas forcément les mêmes. Mais là, dans la dernière période, on avait plutôt tendance à dire il y a un nationalisme populaire de gauche, type le kirchnerisme, par exemple. Et effectivement, le kirchnerisme, c'est l'incarnation du péronisme de gauche en Argentine. Ou le chavisme, qui incarne à un moment donné une cristallisation et qui revendique cet héritage de la gauche jusqu'à en 2005, revendiquer un socialisme du XXIe siècle. Donc il y a quand même des circulations importantes. Et on avait cette analyse un peu binaire des deux courants des gauches de gouvernement, des progressifs de gouvernement. D'une part, pour aller vite, Bolivie, Équateur, Venezuela, et d'autre part, Uruguay, Brésil, Chili, éventuellement. Je pense que ce débat-là, il a été très fort à un moment donné, et aujourd'hui, il est dépassé. Si on voit, on est dans la perspective du reflux. Certains ont dit la fin de cycle des progressistes, de l'hégémonie progressiste, et il y a aussi un moment de décomposition très très forte de ces deux arcs de force. Et surtout, si on analyse dans le détail, on voit à quel point il y a des points communs entre ces gouvernements dits progressistes ou nationalistes populaires ou de centre-gauche ou sociolibéraux. Des points communs très très forts, j'essaierai d'y revenir tout à l'heure. Et notamment dans le reflux actuel et dans la montée en force des forces conservatrices ou des gouvernements plus à droite, voire à l'extrême droite au Brésil, il y a aussi toutes les limites et les obstacles, voire les impensés stratégiques qui sont communs des deux côtés de ces dites gauches progressistes de gouvernement. Donc là, on a un débat, à mon avis, sur les couleurs de la gauche latino-américaine. Si on parle, vous voyez que je me suis centré pour l'instant que sur les expériences de gouvernement. Donc je laisse de côté une immense diversité, un arc de force qui composent les gauches latino-américaines. Une autre thématique intéressante, c'est celle des héritages historiques. Jusqu'à quel point le processus, les 20 dernières années et les gauches du gouvernement, ou pas que celles-ci, revendiquent et s'inscrivent dans des processus historiques des gauches du XXe siècle. Classiquement, on disait il y a les partis communistes et les partis socialistes latino-américains qui ont été très forts dans certains pays. C'est le cas notamment au Chili, mais aussi on a eu des partis communistes bien structurés au Brésil, au Mexique, un PS très important au Chili de nouveau. Donc là, on a plutôt les forces de gauche plus traditionnelles dans notre schéma, disons, de pensée européen. Il y a l'immensité, la diversité des gauches critiques ou anticapitalistes ou, comme vous voulez les appeler, qu'on appellerait souvent ici extrême gauche. Il faut la vitalité du trotskisme, par exemple, en Argentine, qui est quand même très, très actif. Les héritages du guévarisme dans plusieurs pays de la région, les forces de gauche libertaires qui sont très actives sur le plan culturel, mais aussi des mouvements notamment locaux et territoriaux. Et enfin, la troisième grande force qui, elle, est vraiment centrale pour comprendre l'Amérique latine, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est les forces nationales populaires, qui peuvent avoir des moments... Si on reprend les catégories de Mouffe et de Laclos, de populisme de gauche et des moments de populisme de droite. Encore un vaste débat, je mets le doigt dessus seulement, je n'ai pas le temps de développer, les rapports entre les gauches et cette catégorie du populisme qui en soi pose problème, puisqu'elle est souvent utilisée plutôt pour disqualifier, plutôt que pour catégoriser un phénomène politique.
Et puis, je vais arrêter là pour ne pas griller toutes mes cartouches. Il y a la question essentielle du rapport entre les gauches et les mouvements populaires, des gauches à l'État, qui, à mon avis, permet de lire le reflux actuel, voire la fin de cycle actuel des gouvernements dits progressistes. Merci, merci Franck. Jim avait encore des choses à dire, et je crois notamment sur puisque tu as abordé la campagne Sanders, et peut-être sur ce qu'il y a sous la vague, à l'origine de la vague, de sa montée, un certain nombre de figures, de personnalités, de militants et de militantes, et avec également des éléments de programme qui font la particularité de cette nouvelle gauche, ou cette nouvelle gauche états-unienne. Parfait, oui, oui. Alors, effectivement, un des points que j'aurais pu développer un peu plus longuement, mais je vais être très, très court, c'est l'histoire récente et la montée de cette vague de gauche. C'est-à-dire que même si la campagne des primaires de Sanders en 2016 a été une surprise, par l'ampleur que cette campagne a prise, néanmoins, on voit que ça ne part pas complètement de rien. Et si on regarde le paysage du mouvement social à l'époque, il y a quand même des explications qu'il faut essayer d'élaborer. En commençant par les effets de la récession. Je ne suis pas économiste, je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail, mais en tout cas, quand on voit la chose du point de vue du taux de pauvreté qui passe de 12,5% à 15% entre 2007 et 2010, si on voit que le taux de pauvreté pour enfants et jeunes adultes atteint plus de 20%, et arrive à plus de 20% en 2010, si on voit les 16 000 milliards de dollars en richesse que les foyers américains perdent, un quart des foyers perd au moins 75% de sa net worth, de sa richesse, et plus de la moitié perd au moins 25%, les jeunes encore plus. Si on regarde les choses en ces termes, on voit un petit peu d'où viennent les colères et les frustrations qui nourrissent ce mouvement. Si on regarde un peu la chronique des mouvements sociaux quelques années avant 2016, il faudrait commencer par deux choses en 2011. On a déjà parlé de Occupy Wall Street, un mouvement tout à fait important qui a marqué l'époque. Et à peu près à la même époque, et sous un signe légèrement différent, mais il y a eu des convergences aussi, ce qui s'est passé dans l'État de Wisconsin au début 2011, lorsque il y a eu un énorme mouvement populaire de résistance aux mesures antisyndicales et austéritaires du gouverneur du Wisconsin, qui n'est plus en poste, croisé du néolibéralisme Scott Walker. Des employés, des enseignants, des travailleurs du secteur privé, des agriculteurs, des petits entrepreneurs, il y a une alliance très diverse. Et le genre de choses qu'on voit, si on remonte plusieurs décennies en arrière, même un siècle en arrière, dans cette région du pays, dans le Wisconsin, on voit des racines de ce qu'on a appelé textuellement le populisme à l'époque. On voit des traces de ça qui s'opposent au néolibéralisme de choc dans le Wisconsin. Occupy Wall Street, on a beaucoup dit, et on va aller très très vite là-dessus, mais on a beaucoup dit, et ce n'est pas faux, que c'est un mouvement dont les plus actifs et les organisateurs ne voulaient surtout pas créer des institutions, créer des partis, créer des formes de représentation. Il y avait quelque chose d'un peu anarchiste là-dedans. On pourrait y revenir si vous voulez. Mais en tout cas, il s'est certainement passé quelque chose entre 2011 et 2016 qui a fait que pas mal de militants Occupy se sont recyclés dans une campagne électorale. Chose relativement inattendue, mais on a fini par comprendre que lorsque la vague du mouvement, quand le mouvement est en chute, il faut conserver ses acquis d'une manière ou d'une autre avec des organisations qui visent peut-être à élire des élus et avoir des instances permanentes de réflexion. Ce qui m'amène aussi à un autre sujet. Et je vois que Mathieu Bonzon est en face, donc je parle sous son contrôle. C'est un sujet qu'il connaît bien aussi et peut-être encore mieux que moi, mais en tout cas, il y a une organisation qui
de toutes les autres incarne peut-être ce passage, j'oserais dire, de Occupy à la campagne Sanders. C'est l'organisation qui s'appelle DSA, Democratic Socialists of America. Petite organisation social-démocrate plutôt modérée et issue de la guerre froide que j'ai connue quand j'étais étudiant. C'était Michael Harrington et compagnie. Et c'était une organisation de rien du tout qui avait peut-être 6 000 membres en 2012 et qui aujourd'hui en a 60 000. C'est une organisation, pourquoi celle-là et pourquoi pas d'autres, il y aurait des discussions à avoir, mais en tout cas, voilà DSA aujourd'hui qui est une organisation en pleine croissance et avec énormément de jeunes. La vieille génération est un petit peu marginalisée dans sa propre maison et il y a aussi beaucoup d'instances de réflexion. Il y a un journal qui est lié, qui a été fondé en 2011 et qui est associé à un des courants au sein du DSA, c'est le journal Jacobin, qui est, comme l'indique son nom, jacobin, c'est un courant politique qui s'incarne dans un journal et dans une série de podcasts et d'autres formes de diffuser la parole et qui essaie d'intervenir au sein de DSA et plus généralement avec un message qui, entre autres, essaie de donner un contenu à ce qu'on appelle aujourd'hui le socialisme démocratique. DSA n'est pas exactement un parti, mais il peut, entre autres formes d'action, promouvoir des candidats. Le membre le plus célèbre de cette organisation, c'est la représentante que vous connaissez, élue en 2018, représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, new-yorkaise et portoricaine, élue donc en 2018 à l'âge de 29 ans. Une des personnes qui, avec un sénateur de Massachusetts, a porté le projet du Green New Deal, qui a été adopté par la Chambre, mais évidemment pas par le Sénat, quelques semaines après son arrivée. En même temps est arrivée une autre représentante du Michigan qui s'appelle Rashida Tlaib, qui a la distinction d'être la première palestinienne américaine au Congrès, qui était elle aussi membre de DSA, qui a des références socialistes et qui a un militantisme syndicaliste dans son passé. Autre phénomène qu'on commande beaucoup et dont DSA est plutôt fier en ce moment, c'est qu'il y a 6 de ses membres, parmi les 50 membres du conseil municipal de Chicago, il y a 6 membres qui sont membres de DSA. Et si vous les écoutez dans des podcasts ou vous lisez leur texte, il y a parmi eux des gens absolument remarquables, plutôt jeunes, mais qui ont une grande expérience militante de terrain qui entraîne beaucoup d'autres à entrer dans la bataille. Un petit peu à part, mais à commenter quand même, il y a une militante de Seattle qui n'est pas DSA à mon avis, je crois qu'elle représente un autre courant un peu plus trotskisant, elle s'appelle Kshama Sawant. Est-ce qu'elle est née en Inde ? Je crois qu'elle est née en Inde, mais en tout cas, elle est venue aux États-Unis et elle s'est fait élire membre du conseil municipal de Seattle il y a quelques années, en 2013, et elle a réussi toute seule à entraîner avec elle d'autres élus et à adopter ce qu'on a pu adopter dans d'autres villes aussi, un salaire minimum local de $15 qui correspond à la revendication qui est également dans le programme national de Bernie Sanders. Bien, je me suis amusé aussi à suivre par des podcasts plusieurs militants de terrain qui sont aujourd'hui en campagne dans des circonscriptions les plus inattendues où les démocrates étaient absents jusqu'à récemment, mais où des démocrates très à gauche n'hésitent pas à aller. Juste un exemple, la candidate qui a 26 ans, qui est avocate de défense des droits des immigrés, elle s'appelle Jessica Cisneros, elle se présente dans les primaires de la circonscription numéro 28 du Texas sur la frontière à côté de Laredo, et elle se présente contre un démocrate qui est lui aussi latino, il s'appelle Henry Cuellar, et ce Cuellar, c'est un démocrate qui vote 70% du temps avec Trump et les républicains, donc elle se présente contre lui dans les primaires. Je ne sais pas avec quelle chance de succès, mais il y a une énergie militante dans cette campagne qu'on capte tout de suite en l'écoutant, et j'ai écouté plein d'autres candidats. Il y a cette présence qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 10 ans, qu'on commence à poindre ici et là dans le paysage politique et électoral. Bon,
je vais être très bref, d'autres points que je n'ai absolument pas le temps ou la prétention de traiter en quelques minutes, mais il faudrait, comment dire, d'une manière ou d'une autre, faire la distinction que la langue anglaise facilite entre politics and policy, deux sens du mot politique, c'est-à-dire on peut analyser cette campagne de gauche aux États-Unis aujourd'hui sous l'angle de la campagne, politics, la politique de la campagne, et on peut imaginer aussi, si jamais Sanders était élu, le type de bataille politique qu'il aurait à mener en permanence pour défendre cette présidence et défendre la capacité de faire quelque chose avec cette présidence dans une atmosphère hostile. Et puis, il y a aussi donc, le côté policy. On n'a pas parlé du tout, sauf très très brièvement, mais si on veut entrer dans des discussions, on peut parler aussi de tout ce que propose cette gauche électorale en termes de politique de santé, politique éducative, Green New Deal déjà évoqué, politique de changement assez radical dans la politique d'immigration, etc. Et ensuite, la question du populisme. Je voulais en réalité en dire le moins possible. J'ai déjà écrit des choses sur ces questions. Je travaille avec le concept de populisme en politique depuis pas mal d'années, sur fond plutôt sud-américain et nord-américain. Je suis plutôt surpris, pas choqué, parce que le débat est ouvert, mais lorsque des politistes en Europe aujourd'hui inventent un concept de populisme qui ressemble beaucoup à tous les partis d'extrême droite racistes anti-immigrés, au pouvoir ou pas en Europe. Je me réfère là à l'œuvre de Jan Werner Müller, auteur d'un livre traduit dans plusieurs langues intitulé « Qu'est-ce que le populisme ?» Dans ce livre-là, il présente un populisme qui est par définition antidémocratique, qui ne ressemble pas nécessairement au populisme qu'on a connu en étudiant Perón, Lázaro Cárdenas et les populistes nord-américains de la fin du XIXe siècle, parce que dans ces populismes-là, il y avait un contenu démocratisant. Également, parfois, un côté autoritaire, un côté trap-down, mobilisation descendante, etc. Tout cela était dans ces populismes-là, mais en même temps, les expériences, on pouvait les considérer aussi comme démocratisantes parce qu'elles incorporaient dans la vie politique des catégories de citoyens qui n'avaient jamais été vraiment considérés comme citoyens, que ce soit en Argentine, au Mexique ou dans le Minnesota des années 1890. Conclusion, j'étais agréablement surpris de voir que le même Müller a publié il y a un mois dans le New York Times, parce qu'il, comme tous les grands politistes, il a immigré vers Princeton, c'est là qu'il travaille maintenant, et puis en Europe. Müller a publié un petit op-ed dans le New York Times où il dit « S'il vous plaît, arrêtez d'appeler Bernie Sanders populiste ». Parce que tout le problème, c'est que le terme populiste, même si entre politiste, on s'entend en parlant du concept ou de différentes moutures de concept. Toute la difficulté vient aussi quand il y a des interférences avec l'essence médiatique du terme. C'est un terme devenu péjoratif presque par définition, et donc il faut se défendre d'être populiste en disant non, c'est pas moi. Et pour Müller, pour qui le populisme est synonyme de volonté de monopole du pouvoir et donc de mouvement antidémocratique, lui il défend Bernie Sanders en disant non, de ce point de vue-là, c'est pas un populiste. Il a des propositions parfois considérées comme radicales, il veut changer le système et combattre les inégalités, mais en soi, cela n'est pas, selon moi, dit Müller, populiste, parce que ni sa politique, ni sa personnalité ne posent une menace à la République, tandis que Trump, pour Müller, Trump est populiste, ce que je trouve également extrêmement discutable parce qu'il n'y a pas justement le côté populaire, il n'y a pas ce qu'on a vu dans les populismes nord- et sud-américains qui, dans le meilleur des cas, on pourrait dire, et certains ont dit, que Trump serait un faux populiste. Populiste par ses promesses, mais pas par ses réalisations, parce que c'est la politique la plus antipopulaire qu'on ait vue depuis très très longtemps. Je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, lancer la discussion sur le populisme. Je ne sais pas si on va s'y enliser ou pas. Merci Jim. Quelques mots également pour rebondir, Franck, après donc cette illustration grassroots, partie de ce qu'est la gauche aujourd'hui aux États-Unis.
Une autre facette de la gauche ou des gauches qui est le lien justement gauche-mouvements sociaux, qui est son rapport à l'État en Amérique latine au cours de la période récente. Donc je vais faire vite pour vous donner la parole. Évidemment, donc, cette relation entre, pour aller vite, les gouvernements de gauche ou les forces progressistes au pouvoir dans les 20 dernières années, un des éléments qui a vraiment contribué à la dynamique politique dans chacun des pays qui étaient gouvernés par ces forces-là, c'était leur relation aux mobilisations populaires. Et on voit des schémas qui sont évidemment assez différenciés. L'autre question, à mon avis, très forte, c'est celle de l'État. Et là, qui polarise très fortement entre les gauches qui ont assumé l'option. Si on se rappelle bien, dans les années 50-70, le grand débat, c'était la question de la voie. Non ? Quelle voie pour aller vers la perspective post-capitaliste ? Il y avait Cuba qui était le point focal de différenciation des gauches, la possibilité d'une voie armée, notamment face au régime autoritaire, pour détruire l'appareil d'État et aller vers une perspective socialiste, et d'autres qui continuaient à revendiquer une voie électorale. Ça a été par exemple l'expérience chilienne, sur laquelle j'ai travaillé particulièrement. Aujourd'hui, on n'est plus du tout, on n'est plus vraiment dans ce débat entre voie armée et voie électorale. On est d'ailleurs dans un contexte évidemment géopolitique complètement différent, dans le cadre de régimes politiques aussi différents. Et donc, le débat qui s'est cristallisé au sein des gauches, c'est la question, oui ou non, la question électorale. Ça reste une question très forte, évidemment, entre les gauches libertaires, autonomistes, autogestionnaires, et les gauches qui ont fait le tournant, on pourrait dire, ou qui ont assumé la perspective électorale et de conquête de l'appareil d'État. Je dis le tournant parce que pour certaines d'entre eux, ça a été un tournant, c'était une transformation. Si on regarde des intellectuels comme García Linera, si on lit les textes de García Linera des années 80 et les textes d'aujourd'hui, c'est vraiment éclairant, cette transformation. Il y a le García Linera qui écrit sur la forme comuna, la forme syndicale, sur le noyau dur par en bas, où l'État reste un adversaire, et le García Linera d'aujourd'hui, celui qui était vice-président jusqu'à il y a très peu de la Bolivie, qui théorise que la seule manière de transformer les sociétés latino-américaines, c'est l'État. C'est en passant par l'État. Après, il ne réduit pas à ça. C'est un sociologue intelligent, on va dire, même si souvent je ne suis pas d'accord avec lui dans la dernière période. Mais en tout cas, évidemment, il dit c'est aussi par la mobilisation populaire, par l'organisation sociale, par tout un ensemble de choses, mais c'est une gauche qui est devenue statocentrée, très fortement statocentrée. Et donc là, il y a évidemment des débats très forts, des débats stratégiques qui se nouent au sein des progressismes et des gauches latino-américaines. On pourrait ensuite déplier le débat, le rapport à l'hégémonie, on va dire, ou à l'impérialisme aux États-Unis. Quel rapport ont-ils ? Le PT et Chavez, ce n'étaient pas du tout les mêmes rapports, et c'est quand même un gradant important dans la catégorisation de ces gauches. Le rapport au mouvement indigène, le rapport au féminisme, le rapport à l'État, je l'ai dit, la question des ressources naturelles, mais là c'est plutôt un point commun qu'une différenciation, puisque s'il y a un point commun parmi ces expériences de progressisme de gouvernement, ça a été l'adaptation à un modèle extractiviste très fort, et là, quelles que soient finalement les orientations idéologiques, c'est un des points communs à mon avis qui est central. Et on pourrait ensuite déplier de cette manière les catégorisations. Si on fait une petite catégorisation très rapide, on pourrait dire il y a la gauche qui arrivait au pouvoir sur la base de grandes mobilisations populaires, un courant chaud, on pourrait dire, de la gauche du gouvernement, et dont l'idéal type serait le MAS bolivien, qui vraiment naît de la guerre de l'eau, la guerre du gaz et de mobilisation antérieure, et qui monte sur ce cheval-là et a réussi à sauter à l'échelle de l'État et à gagner les élections au niveau national. Il y a d'autres gauches qui, elles, sont beaucoup plus enfermées dans on pourrait dire, un bunker institutionnel, ou qui sont beaucoup plus fortement ancrées dans ces institutions. Évidemment, c'est le cas du centre-gauche qu'incarne Michelle Bachelet au Chili, mais aussi le Parti des travailleurs, qui s'est très fortement recentré et institutionnalisé depuis les années 80 jusqu'à nos jours.
Il y a la gauche qu'on pourrait dire par en bas, avant tout en bas à gauche, et là je pense au zapatisme, qui quand même fait partie de la gauche latino-américaine, même si le zapatisme en soi a un rapport très conflictuel à la gauche mexicaine, mais je pense qu'on peut le faire rentrer dans la gauche latino-américaine globalement, en tout cas surtout dans la dernière période, dans le discours très fortement anticapitaliste assumé de la campagne de Marichuy, par exemple, dans les essais réguliers de se rapprocher des gauches partisanes aussi, mais dans des essais loupés et contradictoires, très fortement en tension. Et puis, il y aurait en haut à gauche, pour aller un peu vite, ça serait le chavisme, où là, c'est la figure charismatique de Chavez qui cristallise autour de lui une partie de la politisation populaire et gagne la tête de l'État, après un coup d'État manqué d'ailleurs, par les élections. Dans cette grande diversité donc, des 1000 gauches latino-américaines, je vous renvoie à un article de Franklin Ramirez, le sociologue équatorien, qu'il a écrit il y a déjà plusieurs années, que j'ai relu à l'occasion de cette intervention, qui est vraiment a très bien vieilli, qu'il avait publié dans Nueva Sociedad, où il disait « Mucho más que dos izquierdas en América Latina ». Il parle d'une grande variété des 1000 gauches latino-américaines. Finalement, si on regarde à partir d'aujourd'hui où est-ce qu'on en est, pour pas être trop long, on peut dire que dans... Alors, comme on voudra, hein, c'est ce qu'on essaie de travailler de manière plurielle dans le bouquin. On n'a pas forcément d'ailleurs les mêmes analyses entre Massimo Modenesi, Jeff Weber et moi-même. Mais on peut dire que même si on abandonne l'idée de fin de cycle, parce qu'elle peut nous enfermer dans une chronologie un peu obsessive, dans le reflux, voire l'effondrement actuel des expériences dites progressistes. Il y a des points communs. J'en ai mentionné un qui est essentiel, c'est la question du modèle de développement. Les gauches de gouvernement, les progressismes de gouvernement n'ont pas réussi à affronter un obstacle qui est considérable, évidemment. C'est comment sortir de la dépendance. Bon, on ne peut pas y sortir en quelques années, ça c'est sûr. Mais aussi le fait qu'ils aient renforcé la matrice extractiviste des économies de la même manière que l'ont fait les gouvernements conservateurs. Là, il y a peu de différence. La différence, c'est le retour de l'État quand même. Il y a un retour de l'État, on essaie de s'appuyer en partie sur l'État durant ces périodes dites progressistes. Ça, c'est un point de clivage important et un point commun en même temps. Et si on lit des intellectuels critiques qui participent de débats à gauche en Amérique latine, Eduardo Godinas, Alberto Acosta, ils disent justement c'est pour ça que les gouvernements progressistes ne sont pas de gauche. Pour Godinas, pour Acosta, ni le chavisme, ni le coréisme, ni le pétisme est un gouvernement de gauche, parce qu'eux, ils se placent du point de vue de la matrice économique, et ils disent une gauche qui a renoncé à transformer à la matrice économique et a renoncé à transformer la dépendance dans l'insertion de la division internationale du travail, mais finalement, ce n'est pas un gouvernement de gauche. Donc ça, c'est un des points du débat actuel, intellectuel, entre progressistes et gauche critique, on va dire, en Amérique latine. Un autre point de cristallisation, c'est la question, vous avez sûrement suivi, hyper-présidentialisme, caudillisme, autoritarisme. Là, il y a une partie de la gauche sociale, de la gauche libertaire, de la gauche autonomiste, de la gauche écologiste, de la gauche trotskiste, de la gauche anticapitaliste, toutes ces gauches-là qui qualifient les gouvernements dits progressistes d'être autoritaires, d'être caudillistes et d'être centrés sur l'hyper-charismatique, aussi l'hyper-présidentialisme, et donc d'avoir vidé de sa substance les mouvements sociaux. Par exemple, Massimo Modenesi utilise la catégorie de révolution passive. C'est-à-dire que ces forces progressistes ou nationales populaires arrivent au pouvoir parfois sur la base de grandes mobilisations sociales, mais au fur et à mesure de leur gestion de l'exécutif et du Parlement très souvent, ils canalisent, ils clientélisent les mouvements sociaux, voire ils les désarçonnent. Donc c'est l'idée de révolution passive de Gramsci, où le discours est révolutionnaire, on est anti-impérialiste, on a une discursivité révolutionnaire, mais une praxis politique qui, au contraire, contrôle et canalise les forces sociales qui, elles, menaçaient réellement l'ordre établi. Donc là, il y a un autre point de débat très fort. Et il y a toutes les réponses, notamment de Garcia Linera, si vous lisez son bouquin, enfin, c'est même pas un bouquin, c'est un folleto, Las tensiones creativas de la révolution, où il dit c'est pas une contradiction, c'est une tension créative de la révolution. Donc il reconnaît
qu'on a canalisé, on a vidé de sa substance une partie des mouvements populaires, mais ça fait partie du rythme normal d'un processus de transformation. Donc là, il y a un débat aussi, à mon avis, très intéressant, mais qui marque quand même le reflux actuel très fortement, qui explique aussi comment Evo Morales a pu être écarté, et Garcia Linera écarté du pouvoir par ce qu'il faut nommer, de mon point de vue, un coup d'État, mais avec une mobilisation populaire très très faible. Si on regarde ce qu'étaient les bases sociales et populaires du MAS des années 2005-2008 et ce qu'elles sont aujourd'hui, il y a eu une dégradation des rapports entre le gouvernement, ses gauches et cette base populaire, et des tensions accumulées de plus en plus fortes. Et je termine là-dessus pour ne pas être trop long. On le voit aussi au travers de l'accumulation de conflits entre ces gouvernements progressistes ou de gauche du gouvernement et une partie des mouvements populaires. Et donc là, c'est le type Nice en Bolivie, par exemple, tout le conflit qu'il y a eu autour de ça. C'est une partie du syndicalisme de classe au Venezuela qui dénonce le gouvernement Maduro comme pratiquant l'austérité, comme étant autoritaire, etc. Mais aussi en pratiquant, il y a certains syndicats qui dénoncent une politique néolibérale de Maduro, notamment dans tout ce qui est l'arc minier de l'Orénoque. On l'a vu entre le mouvement indigène et Correa, où il a les accusations d'écologisme infantile. On l'a vu aussi dans la criminalisation des dissidences. Je termine là-dessus, ça c'est un point important. Il y a un texte il y a 2 jours de Aldo Marchesi, ou Marchesi, je ne sais pas comment on le prononce, Marchesi, l'Uruguayen, l'historien uruguayen qui a beaucoup écrit sur les gauches révolutionnaires des années 70, qui a un très bon bouquin comparatiste qui est paru récemment. Et il vient de publier un article dans El País où il lit le moment progressiste en Amérique latine et il dit un de leurs problèmes essentiels, ça a été qu'ils ont cru qu'ils étaient insuperables. À un moment donné, ils sont devenus tellement hégémoniques qu'ils n'ont même plus accepté la dissidence ou la critique même au sein de leur propre fil. Donc on a le PSUV, par exemple, vénézuélien, qui est une machine complètement autoritaire, où la direction du PSUV vénézuélien est nommée directement par le cabinet de la présidence. Il n'y a pas de démocratie interne. On a Garcia Linera qui, dès qu'il y a des critiques de la part d'ONG ou de mouvements indigènes, les accuse d'être au service de l'Empire ou être des écologistes qui veulent transformer la Bolivie en guardabosque, comment on appelle ça, guardabosque, en garde de parc naturel. Donc il y a aussi un problème là, c'est l'unanimisme ou cette vision, ou la fameuse phrase je termine avec ça, la fameuse phrase de Cristina qui disait « Qu'est-ce qu'il y a à ma gauche ? Il n'y a rien, il y a le mur ». Voilà, donc ça c'est bien, ça résume bien un peu une des tensions et qui fait qu'aujourd'hui il y a une partie de la gauche critique évidemment qui a critiqué les obstacles, les limites ou le caudillisme des progressismes, mais aussi une société ou un mouvement populaire qui est beaucoup moins en capacité aujourd'hui pour affronter le retour des droites, voire des extrêmes droites, avec des syndicats qui ont été affaiblis pendant cette période-là, ou cooptés, ou canalisés. Et donc ça pose la question de la reconstitution d'une capacité critique face notamment à des dangers réels, comme Bolsonaro au Brésil, par exemple.